plus est, dans Suicide Squad, on essaie d'utiliser un autre élément pour rendre les personnages, on va dire, attachants. C'est le principe... Non, c'est pas des principes. En fait, Suicide Squad utilise des gimmicks. L'un des premiers gimmicks du film, et tous ceux qui ont vu le film l'ont entendu, l'ont apprécié chacun différemment, mais ils n'ont pas pu passer au-dessus de ça, c'est l'utilisation de la musique comme un cliché visuel pour faire exister les personnages. Dans Suicide Squad, non, je vais plutôt commencer. Dans Les Gardiens de la Galaxie, la musique est pas moins importante. Il y a toute une BO années 80 qui est extrêmement présente, tout au long du film. Mais elle a un but précis. L'histoire des Gardiens de la Galaxie, c'est déjà pour identifier une période précise où le lien entre Star-Lord et sa mère a été fondamental et marqué par cette musique. Donc c'est une musique qui a un côté cliché, qui a un côté ringard, mais qui en termes émotionnels et en termes de rapport au personnage, non seulement est cohérente, mais donne tout le point de vue du film. Le point de vue dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est celui de Star-Lord, sur toute l'histoire. C'est parce que c'est sa musique qu'on l'entend à plein d'endroits. Et même quand il n'est pas clairement à l'écran, on entend ces musiques-là pour illustrer des séquences, illustrer des arrivées quelque part, illustrer des moments, mais on comprend que c'est systématiquement le point de vue de Star-Lord parce que c'est sa culture musicale. Et c'est tellement sa culture musicale, son point de vue imprègne tellement le film, qu'au bout d'un moment, cette musique contamine les autres personnages, littéralement, dans le film. Je pense par exemple au gardien de la prison, où il se trouve à un moment donné, qui commence à apprécier le Walkman de Star-Lord et qui écoute la musique et qui essaye même de voler le Walkman et de le garder pour lui. Ou alors les références de Gamora, qui à un moment donné, c'est beaucoup moins parlant dans la version française, mais qui dans la version originale, je m'explique rapidement, Star-Lord lui dit à un moment donné qu'un des grands héros de la Terre, c'est Kevin Bacon, en faisant référence au film Footloose. Et plus tard dans le film, ils font quelque chose d'héroïque. Je spoile pas. Et elle dit « Ah, ça y est, on est des Kevin Bacon maintenant. » Ça a l'air bête, mais c'est une manière très intelligente d'utiliser toute cette culture années 80, dont la musique est le plus gros morceau dans Les Gardiens de la Galaxie, mais qui est une manière très fine d'insister sur le fait que le point de vue est celui de Star-Lord. On peut critiquer beaucoup de choses dans Les Gardiens de la Galaxie, notamment sur l'utilisation de cette musique, qui peut avoir au bout d'un moment un côté, oui, très clipesque, et très, on va dire... c'est toujours un peu une facilité d'utiliser des musiques comme ça, et c'est toujours risqué. Mais je trouve qu'on ne peut pas attaquer la cohérence de la narration par rapport à ça, et tout le film tourne autour du trajet de Star-Lord, au final. Même si chacun des personnages des Gardiens de la Galaxie a le temps d'exister, même le méchant d'ailleurs, ce qui est une qualité, il n'empêche que le trajet de Star-Lord est ascendant et il se révèle à lui-même au fur et à mesure de l'histoire, passant du stade de loser criminel à celui non pas de héros, mais du guide de sa propre famille. C'est beaucoup plus important. À la fin, c'est pas devenu un héros Star-Lord en soi. Ils ont fait quelque chose d'héroïque. Mais c'est plus important qu'il ait reconstitué sa famille en franchissant vraiment le cap de son enfance. Ce qui est sous-entendu par la fin du film où les personnages commencent à se poser des questions morales frontalement à la caméra, tout simplement parce que c'était des gosses, quoi. On peut pas dire les choses autrement, mis à part plus ou moins Gamora. Dans Suicide Squad, le début est pas inintéressant. Grosso modo, chacun des personnages est présenté. On peut faire difficilement plus lourd comme forme que d'introduire un personnage après l'autre. Je pense que c'est une très très mauvaise idée, surtout quand on fait un film de super-héros. Il vaut mieux éviter parce qu'on en a toujours 5 ou 6. Donc à un moment donné, faire 5 introductions ou 6 introductions, c'est juste mortel. Et ils font le coup quasiment 2 fois de suite, ce qui est incompréhensible. Bon bref, je reviendrai sur l'écriture après. Mais une des idées visuelles, on est quand même au cinéma, c'était d'associer une musique à un personnage. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ça peut être super sympa. Il y a des tas de films qui le font super bien. On peut se mater quasiment toute la filmographie, au moins jusqu'au début des années 2000 de Martin Scorsese et d'autres qui utilisent ça super bien. Donc ça peut être très très sympa et ça ancre un film dans une époque. Enfin, c'est toujours très très bon ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. Le problème surgit quand le film lui-même perd en cohérence en utilisant une musique, non plus pour symboliser ou incarner un personnage,
ou un point de vue, comme je l'expliquais dans Les Gardiens de la Galaxie, donc le point de vue de Star-Lord, mais la musique, d'un seul coup, est utilisée pour illustrer une séquence. Il y a un exemple qui est dans la bande-annonce, c'est les membres de la Suicide Squad sont en train de se changer, on leur a amené leurs affaires. Ils étaient en tenue de prisonniers, donc on leur amène leurs affaires pour qu'ils se préparent à partir en mission. Et là, on a la fameuse musique de Eminem, je crois que c'était sur les super-héros, le thème, je suis plus certain. Bref. Et c'est une musique datée qui ne correspond en fait à aucun réellement des personnages et à tous en même temps, mais qui illustre plus l'idée que ce serait un gang. Et ça, c'est vraiment problématique. Parce qu'arrivé à ce moment-là, on a déjà eu dans la BO, je pense, du film, 6 musiques extrêmement singulières, d'univers différents, très populaires. C'est très compliqué d'utiliser des musiques populaires sans que ça devienne cliché. Alors au bout de la 7e musique, autant dire qu'on est déjà au fond du gouffre. C'est pas que c'est pas agréable à regarder, c'est qu'au bout d'un moment, ça enlève toute... On peut pas mélanger toutes les musiques comme ça et espérer à un moment donné que la soupe prenne. On dirait presque qu'ils ont abandonné au moment du montage l'idée que les personnages allaient faire partie d'une équipe et qu'ils allaient plutôt exister en tant que clichés les uns collés aux autres. Ce qui fait qu'avec trop de musique, on noie la musique en fait. J'arrive pas à me souvenir, mais j'ai juste la musique d'Eminem en tête sur cette séquence-là. Alors peut-être que c'est bon signe parce que ça veut dire que ça symbolise bien l'équipe de la Suicide Squad, quoique, parce que c'est une musique quand même qui se moque beaucoup visiblement de l'équipe au point de la rendre ridicule. Donc je sais pas si c'est une bonne chose que je me souvienne essentiellement de celle-là. Mais c'est la seule qui m'est restée en tête, mais j'ai vraiment du mal à me souvenir des autres zik. J'ai pas passé un mauvais moment en écoutant ces zik que j'apprécie au demeurant, qui sont des musiques populaires certes, mais qui sont tout à fait sympas, qui ont un bon rythme, qui sur de l'image cinématographique rajoutent de la valeur. Mais elles sont tellement nombreuses qu'à un moment donné, elles sont juste plus là. C'est très important. Je me souviens que quand je suis sorti des Gardiens de la Galaxie, j'avais 3-4 musiques en tête, parce qu'il n'y en a pas 100, quoi. Il n'y a pas 60 musiques, il y en a, allez, 5-6, mais elles sont bien choisies, bien découpées, et elles ont le temps d'exister. C'est pas juste des gimmicks pour introduire un personnage. Et ça, c'est terrible, parce que ça rend les Suicide Squad tout de suite, comment dire, cliché, carton-pâte. Il y a un côté comme ça... film popcorn, mais dans le très mauvais sens du terme. C'est-à-dire le film n'arrive pas à exister plus de 2 minutes de suite, quoi. Il a besoin de foutre une grosse zik pour nous réveiller, quoi. Qu'on connaît, on se dit ah bon bah là ça va, c'est un personnage que je vais apprécier parce que je reconnais la zik qui l'illustre. Mais c'est au bout de la 7e, encore une fois, c'est complètement décousu. Ça n'a plus aucune efficacité sur la durée du récit. Et ça s'ajoute en plus à des gimmicks visuels qui sont malheureusement pas consistants. Pour un personnage comme Harley Quinn, qui est plus ou moins le seul perso cohérent à l'image, avec sa batte, son flingue et ses acrobaties, qui sont un petit peu son sorte de gimmick, ses provocations hot et tout ça, elle a relativement un chemin dans le film qu'on peut considérer comme cohérent. Mais par exemple, Deadshot, qui est supposé être un sniper d'élite, on le voit une fois utiliser réellement ses talents de sniper. Même à la fin du film, il tire au pistolet. Enfin, je veux dire, il utilise son flingue, mais c'est pas là-dessus qu'on attend ce mec. Enfin, c'est comme si tu avais des personnages qui avaient des super pouvoirs. T'as Croc qui peut aller dans l'eau, certes, mais il est super fort. C'est des personnages qui ont plein de qualités, les membres de la Suicide Squad, différents, des pouvoirs différents. Et en fait, on utilise souvent leurs qualités de manière très limitée. Ça parle énormément du peu de place qu'on a donné réellement au personnage dans l'histoire. C'est un vrai gang armé. L'élément le plus significatif de ça, c'est que donc ce personnage joué par Angela Davis, encore une fois je suis pas sûr du nom donc désolé, donc cette actrice serait que cette équipe elle est super forte et qu'en cas de problème on pourrait l'utiliser, je dis pas imaginons contre Superman. Bah je peux être d'accord sur le principe, mais à un moment donné ça veut dire qu'elle coordonne. Enfin moi je m'attends à ça. Ça me paraît logique qu'elle utilise les qualités de chacun au moment où ils le veulent. Et ils utilisent une méthode, je ne spoile pas dans le film, pour les garder sous contrôle, qui leur permettrait de leur demander de faire grosso modo ce qu'ils veulent. Mais non, ils se contentent d'avancer avec eux derrière eux, et puis ils se bastonnent, quoi. Alors,
autant certains, c'est évident qu'ils vont bien se débrouiller en baston, au corps à corps. Killer Croc, elle est évidemment Deadshot, parce que bon, on va dire que voilà, il s'est tiré, il est très très efficace. Bon, imaginons. Mais au corps à corps, je pense pas que ce soit un mec spécialement impressionnant. Ou Katana. Mais sinon, Harley Quinn, c'est pas sa grande qualité dans la BD d'être très forte au corps à corps. Alors on s'en fout, hein, j'ai fait une erreur, excusez-moi, je parle pas de l'adaptation BD. Le principe d'adaptation, je reviendrai plus tard dessus. Mais je veux dire, c'est pas évident qu'elle ait supposé bastonner 15 gars en même temps, 15 mutants là, et leur péter la tronche. C'est même pas spécialement... Le film sous-entend qu'elle est pas spécialement comme ça, c'est plus une poule qui est avec le Joker et qui est avec le Joker parce qu'elle est complètement folle. Enfin, je veux dire, quand est-ce qu'on utilise réellement les qualités de ces personnages pour ce qu'elles sont? Bah, le film l'exploite pas, ou l'exploite tellement mal, ça arrive systématiquement au mauvais moment, ou alors ça a une place extrêmement accessoire. C'est-à-dire, tu sais faire du lance-flamme, mais on a besoin d'un lance-flamme. Tu sais nager sous l'eau sans respirer, bah vas-y nage. C'est avec un manque de tension globale qui fait qu'au final, on a l'impression que leur chef était plus bête qu'eux quand ils les ont pris dans l'équipe. Ils passent la première moitié du film à avancer comme un crew de gangsters et à bastonner quand il faut bastonner. Ou alors à avancer comme un groupe de soldats, puisqu'ils ont un groupe de soldats avec eux aussi, qui est géré par Joel Kinnaman, donc il est supposé être l'équipe de tout le monde. C'est une vision très pauvre de l'utilisation de ces personnages-là. Et je trouve que, au-delà du fait que le film a peut-être un autre point de vue dessus et qu'il voulait vraiment en faire un crew, je sais pas, par exemple, je reviens sur ce que je disais avant, mais Captain Boomerang, il n'est pas supposé être extraordinaire au corps à corps, quoi. Et quand on utilise ses qualités à lui, c'est aussi très cliché. Donc, c'est constamment... L'histoire est constamment à bout de souffle concernant ses propres personnages. Parce que tout simplement, le trajet des personnages dans le film n'est pas clair du tout. Ou alors, il est simpliste. Et ça se voit. Ça se voit dès la première projection. J'ai pas parlé jusque-là du personnage d'Enchantress, d'ailleurs, c'est vrai, effectivement, qui est un peu une victime dans l'histoire. Je passe les détails du pourquoi du comment, vous verrez dans le film. Mais j'en parle pas parce que... je veux pas spoiler, mais... on sait au début ce qu'il faut qu'il se passe, on nous dit que c'est pas possible, finalement ça arrive, et ceux qui ont vu le film comprennent de quoi je parle, et c'est encore une fois un énorme cliché. C'est terrible de dire ça, parce qu'ils ont mis énormément de moyens techniques sur le personnage d'Enchantress, et surtout les créatures qu'il y a autour d'elle et tout ça. L'effet spéciaux de transformation est très très beau, notamment. Mais, nom de Dieu, que de limites. Que de limites, je veux dire, sur ces personnages, et quel manque global de profondeur dans leur écriture. Gardien de la Galaxie... Tous les personnages sont différents, viennent d'horizons différents, tous les membres de l'équipe que j'ai cités avant, et ils finissent par avoir les mêmes uniformes, ceux des Ravageurs, pour symboliser visuellement le fait qu'ils se sont unis, qu'ils vont faire corps. Et c'est juste après une scène de discussion, c'est un peu la même chose qui se passe dans Suicide Squad, c'est pour ça que j'aime bien parler de cet exemple-là, je trouve que les Gardiens de la Galaxie a les mêmes... entre guillemets cliché, mais l'utilise, je trouve, beaucoup mieux et de manière beaucoup plus sensible. C'est une fameuse scène de réunion, les personnages réussissent à faire corps enfin, et enfin, visuellement, ils font corps. Ils ont la même couleur de vêtements sur eux, ils ont le même type de design, ils font partie d'une équipe. Et c'est possible, et ça fonctionne, parce que avant cette séquence, les personnages existaient par le dialogue et par leurs actions. Ils avaient des signes distinctifs très forts au fur et à mesure des séquences. Même dans les séquences où ils disaient rien, ils avaient une position, une manière de se tenir, une manière d'être qui faisait que ça affirmait sans arrêt qui ils étaient. Dans Suicide Squad, quand les personnages décident de faire équipe, ils changent rien visuellement. Il n'y a rien qui le marque plus. Il n'y a pas un plan iconique sur lequel ils sont d'un seul coup liés. Alors, on est d'accord, c'est le fameux cliché, on marche tous ensemble au ralenti et ce genre de bêtises. Suicide Squad ne fait pas ça. Mais j'ai envie de dire, d'accord, mais il remplace pas l'idée par quelque chose de mieux. C'est juste pas là. Et ça, c'est un signe, ce manque d'image iconique qui voudrait, et pourtant l'histoire veut nous faire croire qu'à un moment donné, ils finissent par faire corps tous ensemble, mais sans réellement le marquer visuellement.
Alors je vais être encore plus dur et je vais spoiler un peu, mais grosso modo, ils se retrouvent enfin. Le seul élément visuel qui me reste en tête, c'est que au moment où ils arrivent à se lier les uns aux autres, c'est dans un bar, quoi. Mais pas un bar avec de la finesse, avec des éléments qui nous amèneraient à nous dire ah ok, ils ont trouvé un coin, ils arrivent à s'entendre, à célébrer quelque chose ensemble. Non, c'est juste un bar parce que c'est un bar. Et que les méchants vont dans des bars. Enfin, je peux pas m'empêcher de troller un peu parce que c'est vide à un moment donné.